Série d'audiences au palais présidentiel. Ils sont reçus par le chef de l'État ce 10 janvier. Une délégation de la Fondation Grand Cœur et ses partenaires. Le président directeur général du groupe CIS ainsi que le directeur régional de l'UNFPA au Tchad. À suivre également dans cette édition l'ambiance qui a prévalu dans les établissements d'enseignement public et privé de la capitale après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la plateforme syndicale. En sport ce soir, zoom sur les SAO, une analyse sur les raisons de leur contre-performance. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec un message du chef de l'État, message du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, à son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président et chers amis, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort de 25 soldats nigérians survenus le 9 janvier 2020 suite à l'attaque du camp militaire de Chiné-Godard à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso perpétré par des illuminés. Cet acte criminel et lâche n'entamera jamais notre engagement commun à lutter contre les ennemis de la paix dans notre espace sous-régional. Tout en condamnant avec fermeté cette attaque terroriste, je vous exprime toute ma solidarité et vous prie de bien vouloir transmettre au peuple nigérien, au gouvernement et aux familles éplorées nos sincères compassions. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers amis, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Série d'audiences au palais présidentiel. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu ce 10 janvier une délégation composée de 2 médecins sénégalais, de la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur et du directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ces médecins appuient la Fondation Grand Cœur en ce qui concerne les soins aux enfants souffrant de malformations congénitales. Une autre audience, toujours dans la même journée, a été accordée par le chef de l'État au président directeur général et fondateur du groupe CIS, Catering International Service, qui opère sur les sites pétroliers au sud du pays. Assira Nambatingar. C'est en reconnaissance au travail abattu, au sourire donné aux nombreux parents et enfants victimes de malformations congénitales que le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu les 2 médecins sénégalais. Le président de la République Idriss Déby Itno, dont l'agenda quotidien est consacré au bien-être et à la santé de la population, ne saurait rester insensible à cet élan manifeste de la solidarité africaine qui a amené ces 2 médecins sénégalais à venir œuvrer aux côtés de la Fondation Grand Cœur. Lui qui marque toujours les esprits par sa vision d'un monde en paix où les souffrances humaines, quelle que soit leur cause et nature, sont à bannir, a voulu, au seuil de la nouvelle année, réconforter les professeurs Omar Kodeba et Oumar Ndour et leur souhaiter plein succès dans leur travail dont les échos toujours favorables lui parviennent. C'est bien réconforté que les professeurs Omar Kodeba et Oumar Ndour sont sortis de cette audience. Nous sommes ici pour appuyer nos collègues tchadiens pour le travail qu'ils font sur les malformations pédiatriques, notamment du système nerveux, mais également de la pédiatrie générale. Et c'est pour cela que le président de la République a bien voulu nous recevoir et nous le remercions pour cela. Il a également exprimé quelques souhaits sur la formation, la pérennisation également de cette activité. Et nous essaierons de tout faire pour que sa satisfaction soit effective. Après les médecins sénégalais, c'est au tour de Régis Arnoux, directeur général et fondateur du groupe CIS, Catering International Service, d'être reçu par le chef de l'État. Ce groupe qui opère depuis plus d'une dizaine d'années au Tchad, dans les bases vies des sites pétroliers par l'offre de services de restauration, d'hébergement, de nettoyage, de buanderie et bien d'autres, est témoin des efforts de développement tous azimuts du pays avec l'exploitation de l'or noir. Du chemin déjà parcouru, mais aussi les perspectives de développement des activités du CIS au Tchad ont constitué l'essentiel des échanges entre le chef de l'État Idriss Déby Itno et Régis Arnoux. J'ai indiqué au président que en 20 ans, on a formé beaucoup de cadres
tchadien et qu'aujourd'hui, la nationalisation de notre entreprise ici est à 97% tchadienne et que ça se passe très très bien. Et en parallèle, on assiste, on essaie d'aider le mieux possible la Fondation pour l'enfance créée par la Première Dame. L'enfance est un sujet mondial très important et je crois que c'est unique en Afrique qu'il y ait une telle prise en considération au plus haut niveau de l'enfance. À entendre Régis Arnaud, son groupe, qui partage avec le couple présidentiel les valeurs du bien-être de la population, s'implique aussi dans le développement socio-économique dans sa zone d'opération, notamment par la formation de la population. Restons toujours au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu en audience le directeur régional de l'UNFPA, Mabingue Ngom. Au menu des échanges, l'agenda international en matière de politique de la population. Il a été aussi question du partenariat Tchad-UNFPA. Assira Nambatingar. Leadership avéré et très tranchant sur des questions relatives au genre, le chef de l'État Idriss Déby Itno, dont les qualités humaines transparaissent dans ses actes et prises de position, est de plus en plus sollicité. Ce n'est pas le hasard qui a conduit Mabingue Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au palais présidentiel à l'aube de cette année 2020. Mabingue Ngom, dont l'agence qu'il dirige, les opérations en Afrique de l'Ouest et du Centre, s'occupe des questions de la population, trouve en la personne du chef de l'État Idriss Déby Itno un allié à qui il faut se confier avant les grandes assises internationales traitant du sort de la population. Le success story du Tchad, sous la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno, a forcé l'admiration de Mabingue Ngom, qui a tenu à venir lui exprimer de vive voix et l'encourager à persévérer sur cet élan et même à le vulgariser au-delà de son pays. L'agenda international en matière de politique de la population a aussi occupé une large place dans les échanges qu'il a eus avec le chef de l'État. Nous venons d'être reçus par Monsieur le Président de la République du Tchad, à qui nous avons présenté nos vœux et à qui également nous avons transmis nos félicitations pour les progrès importants accomplis ici au Tchad. Mais nous avons également félicité M. le Président, qui est, comme vous le savez, un peu le champion de l'Union africaine en ce qui concerne l'investissement dans les jeunes et la capture du dividende démographique. Un chantier qui, grâce au leadership du président Idriss Déby, est devenu non seulement extrêmement important sur l'agenda continental, mais sur l'agenda global. Et je crois que nous avons connu des progrès importants ces dernières années grâce à son action, grâce à son leadership, grâce à son engagement. Mais nous avons également félicité M. le Président pour quelque chose d'exceptionnel qu'il fait et qui est unique à travers le monde, qui est un peu cette réunion mensuelle qu'il préside chaque mois, le 24, pour s'occuper un peu de la protection de la mère et de l'enfant, ce qui est au cœur du mandat du Fonds des Nations Unies pour la population et qui est également un objectif extrêmement important. Nous avons également évoqué le progrès excellent qui se fait au niveau du projet d'autonomisation des femmes et de capture du dividende démographique au Sahel. Donc un souhait projet pour lequel le Tchad joue un rôle extrêmement important. Et nous avons notamment évoqué la qualité de certaines innovations qui sont en cours au niveau du Tchad pour l'entrepreneuriat féminin, de bonnes choses qui se font, mais pour lesquelles nous avons encouragé le Tchad à passer à l'échelle, parce que c'est de bonnes opérations pilotes qu'il faut maintenant répliquer donc partout au Tchad pour faire en sorte que les filles donc des coins les plus reculés du Tchad puissent vraiment tirer pleinement profit de cette excellente innovation, je pense, qui est partie du Tchad et qui peut changer la vie de toutes les filles, de toutes les femmes au Tchad. Résolument engagé au service des plus démunis et des mondes justes, le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui répond toujours présent à toutes les instances internationales de prise de décision et y exprime en toute indépendance ses pensées, ne ferme jamais ses portes à ceux qui le consultent. Le dernier Conseil des ministres, c'est-à-dire le tout premier de l'année 2020, avait un seul point inscrit à l'ordre du jour, la dette intérieure. Quelles sont donc les perspectives? Suivez l'analyse des Gassissou,
Sakanga. C'est le tout premier conseil des ministres de l'année 2020 et justement en sa séance extraordinaire du mardi 7 janvier a examiné un seul point, le plan d'appurement de la dette intérieure du Tchad. La dette intérieure ou dette domestique, pour dire simple, désigne l'ensemble des créances détenues par les agents économiques résidant d'un État souverain sur cet État. Dans son compte rendu, se basant sur le résultat de l'audit des arriérés et de la dette intérieure du Tchad et sur d'autres documents relatifs à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, aux priorités du gouvernement sur les 3 prochaines années et les projections des recettes et des dépenses sur les prochains exercices, le ministre de la Communication a fait savoir que le plan d'appurement de la dette se déroule en plusieurs points, notamment la présentation de la dette, l'approche retenue pour son appurement et la mise en œuvre de celui-ci. S'agissant donc de la dette, celle-ci s'élève à un montant brut d'un peu plus de 515 milliards de francs CFA pour 9 571 dossiers validés. Avec les créances fiscales de l'État sur certains prestataires d'un montant de près de 30 milliards de francs CFA, avec beaucoup de précision, la dette à apurer après compensation pourrait retomber à 485 milliards de francs CFA. Le porte-parole du gouvernement a précisé par la suite que ce plan d'appurement ne prend pas en compte la dette conventionnée vis-à-vis de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC, qui se chiffre à près de 480 milliards de francs CFA. Il n'intègre pas non plus le remboursement de bons et obligations de trésor évalués à 392 milliards de francs CFA en décembre 2019, ainsi que les dettes conventionnées avec les banques commerciales qui obéissent à un échéancier de remboursement faisant partie intégrante des conventions signées. Pour ce qui est des modalités pratiques de mise en œuvre et de financement du plan d'appurement, en plus de 51 milliards de francs CFA prévus au titre de l'appurement de la dette intérieure en 2020, l'État recherchera les financements internes et externes sous forme de prêts et d'appui extérieur pour y faire face. Par conséquent, a annoncé le ministre de la Communication, les paiements prioritaires privilégient les dettes commerciales résultant des engagements volontaires et documentés de l'État tels que les dépenses d'investissement, les dépenses des biens et services, ainsi que les dettes sociales relatives notamment au montant dû au titre de capital d'essai civil et militaire, les salaires et accessoires, ainsi que les remboursements des frais médicaux des agents de l'État. Un autre détail important, certaines dettes sociales et les dettes jugées moins prioritaires verront leur paiement échelonné ou étendu. Le ministre Oumaria Haïtien a également relevé qu'il y aura une application des décotes sur certaines créances et le paiement sera en numéraire. En français facile, comme ça s'est dit communément, les contribuables dont le montant de l'impôt sur le revenu dû ne dépasse pas un certain montant bénéficieront d'une décote qui permettra d'alléger ou d'annuler leur imposition. Notons aussi que tous les paiements sont conditionnés par les résultats des vérifications de l'Inspection générale d'État et du ministère des Finances et du Budget. En conclusion, le Conseil a retenu que la dette intérieure globale, y compris celle conventionnée vis-à-vis des banques commerciales et de la BAC, ainsi que les titres publics, se chiffre à 1412 milliards de francs CFA. Quant à la dette intérieure, objet du présent plan d'appurement, celle-ci s'élève à 515 milliards de francs CFA, se déclinant en dette relative aux investissements, dettes sociales, subventions et fonds de contrepartie, ainsi que les dettes liées aux condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de l'État. Pour la relance de l'économie et pour le bonheur des opérateurs économiques tchadiens, le plan d'appurement de la dette a été validé par le Conseil. Comme vous le savez, un accord a été trouvé donc entre le gouvernement et la plateforme syndicale. Après donc la signature de cet accord, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad se dit satisfait de cette convention. Suivez, il est au micro de Mamadou Souleymane. Le Tchad est un pays stable et démocratique. Quand on règle l'injustice, c'est une bonne chose. Dieu merci, nous avons rencontré le chef de l'État, le plus haut autorité du pays, le chef de l'État. Et en moins d'une heure de temps, le chef de l'État nous a tranché. 35% des AGS qui sont réhabilités, 20% en janvier, 15% en juillet prochain. Les primes de transport, 15% en janvier, 20% en juillet et 15% en janvier 2021. Concernant les primes de transport, donc le problème ne se pose pas. Le chef de l'État nous a dit que vous avez fait des intérêts déjà quelque part, déjà vous avez quelque chose, on va les payer. Les avancements, on l'avait fait part, les jeunes avancements, il n'y a pas de problème qu'on paye les avancements. Ceux qui ont droit aux avancements, on doit les payer automatiquement. Le chef de l'État a réparé une injustice, puisque les AGS ont été coupés sans un acte. Et Dieu merci, aujourd'hui les travailleurs tchadiens peuvent maintenant en moins un peu souffler. Et vous savez, notre lutte
c'est pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le gouvernement est disposé et moi je profite de votre micro pour féliciter le gouvernement et pour féliciter les membres du gouvernement qui ont été avec nous pendant toute la semaine. Et pour nous les Tchadiens, c'est une chance. C'est un peu rare en Afrique qu'un chef d'État reçoive des syndicalistes. Et ça, c'est au Tchad. Pour nous, c'est une chance. Ici, on a vu plusieurs fois les chefs de l'État dans nos négociations. Et en Afrique centrale, aucun chef d'État n'a reçu des syndicalistes. Les enseignants aussi se sont exprimés. Suivez. En matière de négociation, nous ne pouvons pas obtenir la totalité à la fois. Il faut toujours faire des concessions pour que les choses aillent de l'avant. Et c'est ce que les travailleurs tchadiens aujourd'hui ont montré au gouvernement. Ils ont montré leur bonne foi, ils ont montré leur sens de patriotisme. Il faudrait attendre d'abord, il faut voir comment les États seront tirés, il faut voir comment les différents points de l'accord seront appliqués. C'est en ce moment que nous allons dire que nous sommes totalement satisfaits. En ce qui concerne le blocus, vous savez que nous tous, nous sommes des Tchadiens et nous savons tous que la seule personne qui est responsable de décanter la situation, c'est le président de la République. Je me sens vraiment très content, très fier, parce que j'aime tant mon pays. Et si vous aimez votre pays, s'il y a un problème, vous ne pouvez ni dormir ni manger. Mais comme maintenant on a trouvé la solution, vraiment, je suis comme un poisson dans l'eau, donc je suis fier de ça. Très satisfait. Je salue aussi la grandiose et la décision d'un engagement de monsieur le président de la République. Et je salue aussi les syndicats d'avoir quand même pris un engagement aussi pour aider le pays vers l'avant. Donc actuellement, nous sommes très satisfaits. Quelques jours déjà que les activités dans le secteur public sont au ralenti, la grève lancée par la plateforme syndicale revendicative a perturbé la machine éducative. Quelques jours de cours perdus. Heureusement, le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative sont parvenus à un accord. Les syndicats, comme vous l'avez suivi, appellent à la reprise des activités. Sur le terrain, au niveau des écoles, le message est-il passé? Notre reporter Vareladj a fait le tour de quelques établissements de la capitale. Reportage. L'accord signé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative porte ses fruits. Les secteurs publics et privés reprennent leurs activités quotidiennes. Un tour dans quelques structures éducatives publiques et privées illustre parfaitement cette réalité. Même du côté de l'administration, l'ambiance a repris son rythme normal. Tout le monde est à son poste. Tout le monde était content par rapport à son dernier mot. Et la plateforme vient de lever aussi la grève. Donc nous les remercions beaucoup pour que vraiment tout le monde ait quand même son bénéfice. Enseignants et élèves, chacun devant sa tâche. Les uns disposent leurs cours et les autres suivent attentivement. Nous, les enseignants, nous trouvons que ça, c'est un nombre de soulagement. Hier, après la signature de l'accord, je me suis bien préparé pour venir continuer avec la course. Parce que déjà, nous avons accusé beaucoup de retard. Si le gouvernement ne s'est pas mis d'accord avec les plateformes, jusqu'à là nous serons toujours à la maison et cela n'est pas bénéfique pour nous les élèves pendant les examens. Au lycée d'enseignement technique commercial, enseignants et responsables administratifs sont en poste. Mais contrairement à eux, la majeure partie des élèves répondent aux abonnés absents. Et pour cause, l'information sur la reprise des cours semble ne pas passer. Occasion pour le proviseur Abdesalam Idriss Mahamad d'inviter les élèves à renouer avec les cours. Quand nous perdons de telles heures, nous mettons en place des heures de rattrapage. Ce que nous appelons généralement la 8e heure, 9e heure. Il y a une reprise normale. Et nous espérons que les parents vont envoyer maintenant les enfants de demain parce que les enseignants sont déjà là sur le terrain pour que le puisse fonctionner normalement. Grâce à l'arbitrage du chef de l'État, garant de la République, désormais, gouvernement et la plateforme syndicale revendicative regardent dans la même direction. Le bureau exécutif national du 7 invite tous ses militants et militantes à reprendre le travail sur tout l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le BEN
CET remercie toutes ces sections pour leur dynamisme sans faille et les invite à demeurer toujours vigilants et mobilisés. C'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du CET, Mohamed Djibril Sali. Suite à l'accord signé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative, le chargé des relations extérieures de la coalition, fils du Tchad, Abakar Mohamed Abakar, s'est prononcé. Voici la position de la coalition. Soucieux du bien-être des fonctionnaires, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a reçu lundi 7 janvier 2020 la plateforme pour trouver une solution idoine à cette situation. Reconnaissant les efforts et les sacrifices des travailleurs tchadiens, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a décidé du rétablissement partiel des AGS, les primes et indemnités courant 2020, ainsi que le reversement des arriérés des transports. Ceci a permis la levée de la grève par la plateforme syndicale. Face à cette volonté et à la détermination du gouvernement sous la houlette du chef de l'État et de la plateforme syndicale à résoudre définitivement le problème qui freine le développement du secteur public, la coalition Fils du Tchad félicite la promptitude de l'ensemble des partis dans la résolution de cette crise sociale et encourage davantage le dialogue franc et fructueux. Apporte son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement Idriss Déby Itno, dans sa démarche tendant à développer le pays. Un autre volet de l'actualité, prélude à son 3e anniversaire, la Fondation Grand Cœur et son partenaire Integrated Life Support Services ont offert des kits scolaires aux enfants issus des différents centres de prise en charge. C'est au cours d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs invités de marque. Christelle Garlomdana. La Fondation Grand Cœur vient de poser un acte social en faveur des enfants de différents centres de prise en charge. Cette assistance est constituée de kits scolaires pour encourager l'éducation des enfants et aussi aider les orphelins. Ceci en prélude du 3e anniversaire de la Fondation Grand Cœur. Le directeur national de SOS Village d'enfants Sidibé Bayri exprime sa gratitude à la Fondation Grand Cœur qui a toujours manifesté sa bonne volonté à appuyer les organisations. Le président directeur général du Integrated Life Support Service CIS affirme son soutien aux côtés de la Fondation Grand Cœur afin de mener à bien ses actions sociales. Je suis particulièrement attaché au sujet de l'enfance, de l'éducation, de la scolarisation et de la formation des jeunes adultes. Les valeurs et les principes de la Fondation Grand Cœur rejoignent parfaitement les idéaux de CIS. Quant à la secrétaire générale adjointe de la Fondation Grand Cœur, redonner le sourire aux enfants fait partie intégrante de la responsabilité de leur institution. Et c'est pour la 2e fois que nous partageons ces moments de joie et de gaieté à travers le partage d'un repas et la remise des cadeaux aux enfants. L'objectif est de leur témoigner notre amour et notre affection. Le partage de gâteaux aux enfants afin de leur procurer du plaisir et de la joie a clos la cérémonie de donation. Les travaux de construction du siège du ministère de la Communication sont réalisés à hauteur de 40%. C'est ce qui ressort de la visite sur le chantier effectuée ce matin par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène. Les détails avec Adef Ahmad Benrama. Après un arrêt suite à la crise économique et financière, les travaux de construction du siège du ministère de la Communication ont été repris depuis juillet 2019. Pour s'assurer de l'état d'évolution, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, accompagné de son staff, a fait une descente sur le chantier confié au groupement Delhi Wadikundi. Cette descente du terrain a permis au chef du département de comprendre que ces futurs joyaux architecturaux à 4 niveaux étaient exécutés à hauteur de 40%. En termes de compartiments, ces bâtiments comprennent
75 bureaux, une salle principale de réunion, entre autres. Au cours des échanges, le chef de mission du cabinet ADAC, Bureau d'études et de contrôle, l'architecte Sabir Kharifen, s'est montré rassurant sans perdre de vue les difficultés rencontrées au démarrage, notamment l'arrêt des travaux, l'état du site marécageux et le déplacement du chantier sur un autre site. Il a fallu 3 mois pour réparer toutes les dégradations qui ont été observées par rapport à l'arrêt des travaux, avant de s'assurer de la fiabilité de l'ouvrage qu'on va vous livrer. Sur le plan technique, toutes les dispositions ont été prises pour qu'à la fin, le projet puisse répondre à vos exigences et au respect des règles de l'art. Au terme de cette descente, c'est un sentiment de satisfaction qui anime le ministre de la Communication. Le ministère de la Communication n'a jamais eu un édifice qui lui est propre, un édifice digne de nom. Et à ce niveau, je dois remercier les plus hautes autorités qui nous ont permis d'avoir un site et qui ont lancé le projet d'exécution de ce bâtiment qui sera désormais la propriété du ministère de la Communication. Ça, c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que je suis très content que les travaux reprennent, puisqu'ils étaient à l'arrêt depuis 2015, compte tenu de la situation économique et financière que le pays a traversée. Maintenant, il y a une relance timide de l'économie, et donc les plus hautes autorités ont donné des instructions pour que les travaux puissent reprendre. Et donc ça, c'est également un point très important à souligner. La troisième satisfaction, c'est que quand on avait fait la visite guidée, et après échange avec les responsables de l'entreprise et ceux du cabinet, ils sont déjà à 40% d'exécution. Donc reprendre en juillet 2019 et en décembre, réaliser un tel score, je crois que c'est une prouesse qu'il faut saluer. S'agissant des doléances émises, Omaria Hissène rassure. Maintenant, il y a un problème qui s'est posé. Il s'agit des doléances de ces entreprises parce que ça a été un préfinancement et c'était un projet qui est financé sur le fonds propre de l'État. Et comme je l'avais souligné, il y avait eu ce problème financier qu'on a traversé. Maintenant, avec cette relance timide, je crois qu'on va faire l'effort nécessaire pour que l'entreprise pourra avoir les avances lui permettant d'exécuter de manière technique et pratique ce chantier. Ils nous ont rassuré que les travaux vont finir en 2020, peut-être à la fin de 2020. Et donc nous avons bon espoir de les accompagner pour qu'en 2020 le ministère puisse avoir son bâtiment. Vous savez que nous avons traversé et nous continuons de traverser une situation un peu difficile en termes de bâtiments parce que présentement le ministère est dans les locaux d'emprunt et certains de ces services occupent des bureaux d'autres ministères. Ce n'est pas décent et donc je crois que cet avancement des travaux nous permettra, je suis sûr qu'en fin 2020, on aura notre bâtiment et le ministère puisse travailler dans les bonnes conditions. Le directeur général de l'entreprise, Ali Mohamed Adam, se réjouit du fait que pour la première fois, un ministre de la Communication agit de manière prompte en donnant toute l'assurance. Cela galvanise le groupement en charge du chantier à mettre les bouchées doubles, affirme le directeur général qui rassure que le bâtiment sera bel et bien livré en 2020. La construction du siège du ministère de la Communication est financée sur fonds propres de l'État à plus de 4 milliards de francs CFA. Le concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports a été lancé ce matin dans la dite institution par le ministre de la Culture, Madeleine Alingui. Plus de 1200 candidats pour 140 places. Dioudi Nestor. 1234 candidats démarrent le concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Venus des différentes provinces et de N'Djamena, les candidats passent ce concours dans 2 institutions, à savoir celle de l'Institut national de la jeunesse et des sports et de l'École normale d'instituteurs. Les épreuves ont été lancées ce vendredi 10 janvier 2020 par la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingui.
Selon la ministre, l'Institut national de la jeunesse et des sports est une institution créée pour former les jeunes compétents dans les domaines sportifs. Donc nous sommes réellement très honorés de tellement de candidats. L'importance de ce concours est parce que nous recherchons également les meilleurs aussi dans le domaine de l'éducation physique. Il est important de savoir que dans toute la politique de la jeunesse qui a été adoptée l'année dernière, l'encadrement en termes éducatifs, en termes scolaires, universitaires, primaires, secondaires va être à chaque fois de plus en plus important. Donc avoir des cadres et des fonctionnaires qui soient formés, compétents, professionnels, c'est très important pour l'encadrement de la jeunesse. Sur les 1234 candidats qui prennent part à ce concours, 140 seront retenus dans l'ensemble du territoire national, dans toutes les filières confondues. Ceux qui vont être retenus, 50 les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, 50 au conseil de jeunesse et d'animation, réservés exclusivement pour promouvoir la formation auprès de la jeunesse tchadienne. Pour la filière de CEPS, nous prenons 20, c'est-à-dire les fonctionnaires, qui vont venir se recycler sur la filière du conseiller d'éducation physique et sportive. 10, on va essayer de prendre aussi sur le conseil de jeunesse et d'animation. Ça, c'est le fonctionnaire. Et également encore 10 au niveau du professeur d'éducation physique et sportive. Depuis 1994 à nos jours, le concours de l'Institut national de la jeunesse et des sports est à sa 26e édition. Les candidats auront 3 jours d'épreuve, une journée d'épreuve écrite et 2 jours d'épreuve pratique. Les attestations de reconnaissance ont été remises aux entreprises qui se sont mobilisées pour la 2e édition du festival d'Ari. Dans un hôtel de la place, la cérémonie s'est déroulée sous les auspices de la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingé. Yann Mouibé. Ces attestations viennent témoigner la reconnaissance du ministère en charge de la culture à l'égard de ces entreprises qui ont accompagné le festival pendant 2 semaines. Un accompagnement salué par le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, pour qui traduit l'engagement de ses partenaires en faveur de la promotion de la culture tchadienne. Du 22 décembre au 4 janvier, nous nous sommes retrouvés, vous avec nous ensemble, pour pouvoir célébrer ce Tchad. Nous avons eu plus de 41 entreprises qui se sont installées sur le site et qui ont valorisé leurs produits. Nous avons eu plus d'une 60aine de petits commerçants et vendeurs, restaurants également, qui ont pu offrir toute cette diversité à la population tchadienne. Très honorés, les représentants de ces entreprises ont félicité les initiateurs du festival d'Ari 2e édition qui a drainé plus de 325 000 visiteurs et suscité un intérêt particulier sur les réseaux sociaux. Ils ont promis d'être plus présents à la 3e édition et réitéré leur disponibilité à toujours accompagner la culture tchadienne. Pour assainir le climat des affaires et renflouer les caisses de l'État, la direction de la douane et des droits indirects et les opérateurs économiques ont tenu leur toute première rencontre hier après-midi. Les conclusions issues de cette rencontre avec Nokour Barkay. Nouvelle année, nouvelle perspective. C'est dans cette optique que les opérateurs économiques représentés par leurs différentes corporations, telles que le patronat et la CCAMA et la Direction générale de la douane et des droits indirects, entendent travailler dans un esprit de partenariat harmonieux. Ceci pour répondre aux questions soulevées dans une motion de doléances adressée à la Direction générale de la douane et des droits indirects. Des doléances qui se résument à des interrogations telles que le retard dans le dédouanement des marchandises, le comportement de la brigade mobile, la différence des tarifs douaniers constatés au niveau des provinces, la contrebande des produits de commerce et bien d'autres. Autant de mots qui entravent le climat des affaires. J'ose espérer que cette rencontre augure d'une collaboration franche, honnête, pour le devenir du pays et pour le devenir de nos affaires. Et comme dit l'adage, nous espérons à travers cette première rencontre du genre
faire un partenariat gagnant-gagnant. Le directeur général de la douane et des droits indirects ne cache pas son optimisme. La Direction générale des services des douanes et droits indirects entend résoudre ces difficultés en vous invitant au respect des prescriptions qui suivront l'objet principal de notre rencontre de ces jours. Je tiens à vous exprimer toutes mes reconnaissances pour vos marques indéfectibles. À côté des services de douane et droits indirects, dans la poursuite de ces missions régaliennes. Après 3 heures d'intenses échanges, caractérisés de volonté et de détermination affichées par les uns et les autres de transcender les velléités, des zones d'ombre persistent toujours sur certains points. Afin d'accorder les violons, une autre rencontre est prévue dans un proche avenir pour mettre sur pied une stratégie de facilitation des procédures douanières et les échanges commerciaux. La Maison nationale de la femme a reçu ce matin la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Jessica Davis-Ba, accompagnée de ses collaborateurs. Une visite pour s'imprégner de l'état de fonctionnement de cette institution en charge de la promotion de la femme tchadienne. Angal Toklok. Chant de circonstances mêlé à la danse folklorique, la Maison nationale de la femme sort du quotidien pour accueillir une invitée de marque. Il s'agit de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Jessica Davis-Ba, qui vient s'imprégner de l'état de fonctionnement de la structure. Premier acte de l'hôtesse de la journée à la Maison nationale de la femme, une visite guidée des différents compartiments de l'institution. Des salles de formation, en passant par la salle d'écoute, d'hébergement, d'informatique et celle de sport, la visite de la structure s'est achevée à la radio La Voix de la femme, créée en octobre dernier pour promouvoir les actions de la gente féminine. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad rappelle que cette descente lui permet de comprendre le fonctionnement de la Maison nationale de la femme pour un éventuel partenariat. J'étais vraiment impressionnée avec tout le travail que l'équipe fait. On a vu tous les efforts que la Maison de la femme est en train de mener pour la protection, pour la formation et vraiment de découvrir les chemins pour établir des partenariats. C'était vraiment une visite touchante et impressionnante. Pour la directrice générale de la Maison nationale de la femme, cette visite pose les jalons d'un partenariat pour le plein épanouissement de la femme tchadienne. Nous nous sommes sentis très honorés par la visite de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Ça renforce encore une fois de plus la coopération bilatérale qu'il y a entre les deux pays. Et comme vous l'avez constaté, nous avons échangé sur beaucoup de sujets et beaucoup de bonnes choses sont en vue. Et nous pensons et espérons que cette visite puisse poser les bases d'une bonne collaboration et de partenariat pour le futur, pour l'épanouissement de toutes les femmes tchadiennes. La Maison nationale de la femme, pour accompagner son hôtesse dans l'allégresse, lui offre des présents, symbole de l'hospitalité légendaire tchadienne. Une initiative de la première dame Hinda Déby Itno pour accélérer la pleine participation des femmes dans le développement du pays. La Maison nationale de la femme regroupe en son sein 200 organisations des femmes. La colonie et l'ambassade du Soudan au Tchad ont organisé hier soir au ministère des Affaires étrangères une cérémonie pour commémorer les 64 ans d'indépendance de ce pays frère. La cérémonie a été présidée par le chargé d'affaires du Soudan au Tchad, Sidik Al-Fadil. Les temps forts avec Youssouf Abderrahman. La communauté soudanaise au Tchad et les invités tchadiens ont pris d'assaut la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour célébrer avec fierté le 64e anniversaire de l'accession du Soudan à l'indépendance en 1956, couplé à la révolution de décembre 2018 qui a marqué le nouveau pas de la démocratie et de la liberté.
Le représentant du président de la colonie soudanaise au Tchad, Taoufik Khalil de Gaulle, a souligné que l'indépendance et la révolution de décembre 2018 au Soudan ont causé de lourds sacrifices au peuple soudanais avant de parvenir à la joie et l'espoir d'un vivre ensemble autour des valeurs de la paix, de la démocratie, de la justice et de l'égalité. C'est une occasion bien indiquée pour le chargé d'affaires du Soudan au Tchad, Sadiq Al-Fadil, de remercier le président de la République, Idriss Déby Itno, pour son engagement en faveur de la paix au Soudan et dans la sous-région, ainsi que le peuple tchadien pour son hospitalité. Et de poursuivre que le Tchad et le Soudan sont des pays frères et amis, unis par l'histoire et la géographie et qui entretiennent des relations séculaires excellentes. Ce moment de retrouvailles et de célébration du 64e anniversaire de l'indépendance et de la révolution de décembre 2018 ont été agrémentés par des artistes musiciens venus spécialement du Soudan. Le gouverneur de la province du Lac, Adam Nokor Charfadine, a présidé ce matin dans son cabinet la réunion périodique de sécurité. Mahamat Mouloumi nous en dit plus. Cette réunion périodique de sécurité a regroupé autour du gouverneur les responsables des forces de sécurité intérieure et ceux des forces mixtes multinationales basées à Bagasola. En donnant de fermes instructions aux responsables des forces de défense et de sécurité, le premier magistrat de la province du Lac, Adam Nokor Charfadine, a été direct, franc et clair. Nous ne tolérerons même pas 1 mètre carré de notre territoire à ces ennemis de la paix jusqu'à leur complète éradication, a-t-il ajouté. Nous sommes une province qui fait face à des velléités déstabilisatrices, terroristes. Nous avons évoqué cette question parce que la lutte contre le terrorisme est un combat de tous les jours, un combat soutenu et continu. Ces derniers temps, notre province connaît quelques incursions sporadiques des éléments de Boko Haram dans la zone insulaire. Donc il est question de le plus rapidement possible ajuster et réajuster notre dispositif opérationnel pour les traquer et mettre hors état de nuire. Parce que nous ne pouvons pas permettre 1 mètre carré de notre territoire soit utilisé par des terroristes. Étant coordonnateur des actions sur le terrain, le gouverneur a longuement expliqué à l'assistance les stratégies à adopter pour anéantir la barbarie de la secte Boko Haram. Lancement ce matin à Béché de la campagne nationale de la supplémentation en vitamine A couplée au déparasitage. C'est le secrétaire général de la province, Djouada, qui a présidé la cérémonie. Reportage Alima Madami. Protégeons nos enfants de 6 à 59 mois contre les infections en leur administrant la vitamine A et le mébendazole et déparasitons-les contre les vers intestinaux. C'est sous ce thème que la campagne de supplémentation en vitamine A a été lancée au dispensaire Taïba dans la province du Ouaddaï. Cette campagne est une ultime occasion pour protéger nos enfants, car nos agents vont administrer les gouttes de la vitamine A et le comprimé de mébendazole, et c'est là pour traiter et guérir plusieurs maladies gratuitement. Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Abdelkarim, a dit que la santé est un droit pour les enfants. La lutte contre les maladies évitables par la vaccination est un combat commun qui nécessite la contribution active de tout le monde. À cet effet, je voudrais instruire les autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, et surtout les parents, les partenaires et les agents de santé à travailler avec abnégation pour la réussite de la campagne. Les officiels ont administré quelques gouttes des vaccins de la vitamine A au lancement de la campagne. Dans le Bata, le projet Repère démarre ses activités, un projet axé sur le développement agropastoral. Les précisions avec Mohamed Tahir d'Ibrin Al-Hour. Le projet de renforcement de productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience Repère, qui succède en lieu et place au PARSAT, lance officiellement ses activités dans le Bata.
Pour sa mise en œuvre, une compréhension commune de ces approches s'avère nécessaire, d'où l'organisation de cet atelier d'échange à l'intention des parties prenantes et des partenaires. Cet atelier sera accompagné selon les chefs d'antenne du repère pour les Bata, Habib Adoum Hassan, d'une série de missions d'études de faisabilité, de ciblage, de planification et de renforcement des capacités des collaborateurs impliqués. Repère, d'après son coordonnateur national, Abdoulaye Mahmoud Labid, va fortement calquer sa philosophie d'intervention sur celle des projets antérieurs couronnés de succès tels que PADLG et PARSAT. Ce plan repose sur la modernisation de l'agriculture et constitue un atout pour la diversification de l'économie du pays et l'amélioration de la qualité de vie des populations. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani, s'est longuement apaisanti sur les potentialités agro-silvopastorales qui regorgent les Bata. Prévu pour une durée de 6 ans, Repère intervient dans 5 provinces. Il est cofinancé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds vert pour le climat et l'État tchadien. Le centre d'Azaga pour l'apprentissage de la langue Goran a organisé hier à la Maison nationale de la femme une cérémonie de remise de parchemin aux jeunes ayant suivi une formation en écriture d'Azaga. La formation a duré 30 jours. Damguel Litné, Joël. Après un mois d'intense formation sur l'écriture d'Azaga ou la langue Gourane, ces jeunes reçoivent leur parchemin. Initié par le centre d'Azaga pour l'apprentissage de la langue Gourane, en collaboration avec l'association Al-Bourak, cette formation a constitué un retour aux sources pour les apprenants. Pour Hamid Mahamatahir, directeur du centre d'Azaga, parler couramment sa langue maternelle et surtout maîtriser son écriture contribue à la construction de l'identité d'une personne. Les missions que son organisation, cet ancien, concourt selon lui à la politique nationale de promotion des langues locales. L'occasion est tout indiquée pour différentes personnalités de cette communauté présentes à cette cérémonie d'encourager les jeunes à la maîtrise de la langue gourane qui, comme beaucoup de langues, renferme plein de valeurs. Étant un patrimoine ancestral, ils exhortent les jeunes à préserver jalousement leur langue maternelle pour la transmettre aux générations à venir. Alors que leur qualification en phase de poule des éliminatoires de la CAN 2021 a redonné espoir à tout un peuple, les Sao du Tchad sont encore retombés dans leur travers. Après 2 rencontres disputées, les Sao sont derniers du groupe A avec 0 point au compteur. Sao du Tchad, pourquoi la mayonnaise tarde à prendre? Télé Tchad ouvre un dossier consacré au football tchadien. Bien qu'ils aient réussi l'exploit à intégrer les poules, les Sao du Tchad sont en plein doute après 2 sorties infructueuses. Un état de fait qui traduit le niveau réel du football tchadien et illustre les soucis que rencontre le sport roi. Et pourtant, aucune autre génération des Sao n'a été aux petits soins que celle actuelle. Qu'il s'agisse de la mobilisation des supporters ou du soutien des autorités au plus haut sommet de l'État, les hommes d'Emmanuel Trégoat ont vu les conditions se réunir autour d'eux pour faire enfin rêver le peuple tchadien. Mais malgré cette union sacrée, on a l'impression que le football tchadien marque le pas ou dégringole. Une anachronie qui suscite plusieurs interrogations. Pourquoi le football tchadien recule alors que celui de certains pays du continent évolue? Le Burundi et Madagascar, qui ont disputé leur première CAN en 2019, en sont des exemples concrets. S'agit-il du problème des joueurs ou celui du staff technique? Y a-t-il une cacophonie entre le ministère en charge des sports et la Fédération tchadienne de football association? Des questions auxquelles les acteurs du football tchadien tenteront d'apporter des réponses dans le cadre de ce dossier. L'Alliance biblique, par l'intermédiaire du coordonnateur de Tarani in Media, Jonathan Dionodi, a fait une annonce ce matin, annonce relative à la Bible traduite en arabe. Ces Bibles seront mises à la disposition du public à partir du 12 janvier 2020. La cérémonie de lancement officiel se fera à l'église Assemblée chrétienne La Bonne Nouvelle. Des conférences, débats et plusieurs autres activités sont programmées. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Télé Tchad.